Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Bonsoir Cécile de Ménibus. Ça va Philippe David? Ça va. Je vous ai fait un refus de priorité ou pas? Non, pas du tout. Ah bah ça va, donc vous me verbalisez pas. Oh non, pas du tout. Non. Un petit passage à tabac et puis c'est tout. Voilà, et puis les choses sont remises par devers nous. Excusez-moi, mais on a une des vraies voix à côté là qui a sursauté. Pourtant, il est ancien CRS, vous voyez. J'ai pas le droit. Ah non, j'aime beaucoup les CRS, mais je suis pas CRS. Ah, je crois que vous avez été CRS, non? Non, j'ai pas le niveau. Pas lui. Ça commence fort. David, vous dites que des conneries depuis le début de l'émission. Il y en a qui est CRS, vous doublez tout le monde par la droite. Enfin, vous avez... Non, j'ai pas doublé, j'ai fait un refus de priorité. Vous avez un refus de priorité veut venir par la gauche. Dès lors qu'il y a un stop pour céder le passage. Vous avez fait que poisson à Cécile de Ménibus, je le sais. Absolument, moi qui suis un ange. Amen. Voilà, c'est ça. Amen. Conciliante, harmonieuse. Mais bien entendu. Pas du tout. Pas du tout. Arrêtez. Vous parlez de quelqu'un d'autre, Françoise. Vous savez que je ne suis qu'amour, vous le savez quand même. Oui, ça c'est vrai. Et ce numéro de téléphone, le 0826 300 300, les vraies voix jusqu'à 19h, vous le savez, avec le sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Le Rassemblement national ne votera pas la censure contre le gouvernement Bayrou. Pas de scénario à la Michel Barnier dans l'immédiat en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. Marine Le Pen ne pourrait pas se représenter à cause de sa peine d'inéligibilité. Alors parlons vrai, est-ce que la non-censure du RN est purement tactique? Et à la question du jour, la non-censure du RN est-elle pour protéger François Bayrou, la stabilité de la France ou le mandat de Marine Le Pen? Vous dites à 65% le mandat de Marine Le Pen, à 23% la stabilité de la France et à 12% François Bayrou. Quel que soit votre appel, Zach et les vraies voix attendent vos appels au 0. Notre invité pour en parler, Luc Rouban, serait avec nous, politologue et directeur de recherche CNRS au CEVIPOF. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Une fois de plus, le président américain s'est demandé que signifie vraiment l'article 5 de l'OTAN, celui qui prévoit qu'en cas d'attaque contre un pays membre, les autres doivent réagir. Forcément, ça fait douter certains alliés de la solidité de son engagement dans l'Alliance. Alors parlons vrai, est-ce que le parapluie américain fait désormais partie du passé pour vous? Et à la question, OTAN, comptez-vous encore sur les Américains pour nous défendre? Vous dites non à 71%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Pierre Lelouch sera avec nous, ancien président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, ancien ministre et ancien député spécialiste en géopolitique des conflits et auteur notamment d'Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde chez Odile Jacob. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 9h. Les vraies voix Sud Radio. 19h, bien sûr, avec Philippe Bilger. Ne partez pas à 18h, Philippe, parce que c'est 19h. Voilà, bienvenue. 19h. Voilà, notez sur votre agenda. Françoise Degaut est avec nous. Bonsoir Françoise. Ça va, chers amis? Et le retour de Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Police Unité. Bonsoir. Bonsoir à tous et toutes. Voilà, merci. Pourquoi vous prenez ce ton? Dites donc. Est-ce qu'on pourrait donner, s'il vous plaît, le titre complet de son syndicat? Histoire de se bien. Unité, c'est très bien. Unité. Ah bon, il n'y a pas le truc à rallonge? C'est ministère de l'Intérieur. Il y a plus d'autres syndicats. Voilà, donc c'est une fédération. D'accord. De tous les syndicats du ministère de l'Intérieur. On n'a toujours pas compris. Ça fait un an que tu nous expliques de façon récurrente. Unité simple, entre guillemets, c'est la police. Unité.mi, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est les préfectures, les gendarmes, les services centraux. Alors, on fera un colloque la semaine prochaine, si vous permettez. On est nombreux. 0826 300 300. C'est Fabrice qui est avec nous d'Oloron-Sainte-Marie. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à tous et à toutes. On est ravis de vous avoir Fabrice et vous vouliez revenir sur, en tout cas, un coup de gueule sur la sortie de Mélenchon sur la langue française. Ah oui, absolument. Moi, j'ai bondi, je comprends pas je vois ce qu'il dit, hein, mais l'argumentaire qu'il tient me semble complètement ubuesque, parce que quand il explique que il y a 27 pays dans le monde qui parlent le français, donc de quel droit on appellerait ça la langue française? Moi, j'ai envie de lui répondre que dans le monde, il y a plein de pays qui parlent anglais, et on parle de la langue anglaise. En Amérique du Sud et dans plein d'endroits, il y a plein de pays qui parlent en espagnol, et on appelle ça la langue espagnole. Donc je vois pas pourquoi on n'appellerait pas la langue française, même si plein de pays parlent en français. Je peux ça. C'est vrai que c'est un peu bancal. Lui, il veut appeler ça le créole au nom de la créolisation. Mais il y a le créole et il y a même plusieurs créoles, parce que le créole de la Réunion n'est pas le créole des Antilles. Et il y a même du créole en Amérique, aux États-Unis. La chanson d'Elvis que j'ai connue. La langue française, mon dodu, est déjà détruite de l'intérieur parfois par ceux qui la pratiquent.
Alors, Jean-Luc Mélenchon a une obsession, c'est de détruire tout ce qui, peu ou prou, construit l'identité de la France. La langue française est capitale. Absolument, Françoise de Gaulle. Alors, ce qu'il explique, j'ai bien entendu, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais ce qu'il explique, lui, c'est qu'elle se créolise au sens où effectivement, elle s'abîme peut-être de l'intérieur, mais elle aussi, elle s'amende, elle change, parce qu'une langue est extraordinairement vivante. La langue française, telle qu'on l'a parlé probablement au moment de François Ier, n'est pas la même que d'ailleurs nous n'arrivons plus à lire les poèmes de François Villon, par exemple. C'est très difficile. Donc lui, ce qu'il explique, c'est que partout où la France est présente, elle s'hybride, elle se créolise. Quand on est en Inde, par exemple, si vous allez à Pondichéry, par exemple, on parle français, c'est les comptoirs français, on rajoute de l'hindi à l'intérieur, on rajoute du Wolof, on rajoute Wolof au Sénégal. Au Sénégal, bien sûr. Donc en Afrique, en Asie. Donc c'est ce qu'il explique. Sur le territoire français, on ajoute de l'argot. Et c'est pas pour ça à ce titre-là, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, évidemment pas d'accord tout à fait avec ça, mais je comprends ce qu'il veut dire. C'est pas aussi simple que de dire on détruit la civilisation, tout ce qui fait la France. Non, en plus c'est pas le truc de Mélenchon. Un mot très court. Déjà, je sais pas qui il est pour décréter que la langue française, elle doit changer. Voilà, il faut rester à sa place et le remettre là où il est. Après, je suis désolé, mais pour moi, la langue française doit être classée au patrimoine mondial de l'humanité. Voilà. Pourquoi donc? Parce que c'est aussi l'histoire, c'est le siècle des Lumières, et lui, les Lumières, il est en train de les éteindre. Voilà. Et donc, je suis désolé. Mais je suis désolé. Encore une fois, on doit être fiers de nos racines. C'est la France. On a une histoire derrière nous. On a des milliers d'années derrière nous. On s'est construit, effectivement. Et je vois pas pourquoi d'un seul coup, on va renier tout notre passé et nos racines. C'est pas ça l'idée, hein, mais bon. L'idée, c'est qu'à chaque fois, on doit. Non, c'est notre. La réalité, c'est que c'est nos colonies aussi. On a exporté. Non, mais moi, l'idée, c'est d'hystériser le débat, Françoise. Ouais, je ne suis pas certaine que ça soit que ça. Ouais, en tout cas, c'est aussi ça. Oui. Malheureusement. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le réquisitoire du procureur. Je voudrais faire une comparaison dans la liberté d'expression subtile, je l'espère, entre CNews et Sud Radio. Eh ben, on vous l'accorde. Voilà, comme ça. Allez, soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et les vrais voix est autour de cette table. Jean-Christophe Couvi est avec nous, secrétaire national du syndicat de policiers Unité, et puis Françoise de Gaulle et Philippe Bilger, bien entendu, président de l'Institut de la Parole et auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold. Dans un instant, avec Philippe David, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. C'était joli ce bonsoir ensemble, là, c'était bien. Oui, de quoi parle-t-on? On va parler des Européens. Ils sont aux petits soins à la haie pour convaincre Donald Trump de rester attaché à l'OTAN. Ils promettent de plus dépenser dans leur défense de cette course-poursuite funeste qui a tué un policier belge ainsi qu'un fuyard en Go Fast en Moselle hier soir. Et puis de ce choc à Lyon après cette décision, l'OL rétrogradé en Ligue 2. En 3 mots, Daddy, vous allez voir pourquoi, course-poursuite et rétrogradation. On en parle dans un instant. Tout de suite, le réquisitoire. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et l'audience est toute oui pour votre réquisitoire, monsieur le procureur. Oui. C'est une comparaison que je veux faire entre l'émission de CNews hier soir et ce que je vais vivre avec vous sur Sud Radio. Hier soir, on a parlé de la condamnation à 30 ans de réclusion du criminel qui a tué la gendarme Lemay. Elle a pris le maximum, 30 ans de réclusion criminelle. Après, conformément aux réquisitions, ce sont des coups mortels ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Hier soir, j'ai évidemment totalement approuvé cette décision, mais j'avais de légères réserves. J'aurais voulu pouvoir dire que peut-être c'était une sanction en dépit des apparences un peu trop sévères que la tempête médiatique avant même le procès avait dû influencer, mais je me suis rendu compte que sur CNews, je n'ai pas osé le dire. D'une certaine manière, je ne voulais pas introduire même un zeste de contradiction dans une volonté unanime qui trouvait que cette sanction criminelle était incontestable. Et je l'ai choisi aujourd'hui pour dire précisément à Sud Radio pas les réserves, je ne suis pas choqué par les 30 ans de réclusion, mais je me demande si en réalité on n'aurait pas pu
collectivement envisager une sanction légèrement moins forte parce que l'accusé a été complètement dénigré et peut-être n'y avait-il pas que des mensonges dans ces dénégations. Françoise Devoix. Je ne sais pas quel angle prendre pour les gens qui regardent pas CNews, on comprend pas ce que vous voulez dire, sûr. Ça c'est certain. Mais après, ça pose une vraie question, ce que vous dites. C'est intéressant. Moi, j'écoute toujours votre avis sur la justice parce que du coup, je suis pas loin de penser. Vous m'embarquez sur votre nuance en réalité, parce que j'ai vu ça à 30 ans, moi je fais comme les copains, de façon un peu pavlovienne, ok, voilà. Mais en fait, vous m'embarquez sur votre nuance. Et ça m'amène à dire en une seconde que c'est toujours la difficulté véritablement de la polarisation. Et c'est-à-dire que quand vous avez une telle polarisation sur des plateaux de télé, mais pas simplement CNews, vous avez de l'autre côté, vous avez des polarisations. Il y a quelque chose qui ne devrait jamais arriver, et en réalité, et là où je rejoins, qui n'arrive jamais à Sud Radio. C'est-à-dire une forme d'autocensure au fond des chroniqueurs, même à minima. Et en réalité, cette idée que si on va au bout de ce que l'on pense et ce que l'on dit, on va s'en prendre une fois, 2 fois, 3 fois, et à la fin, ça fonctionnera plus. Et donc, je vous rejoins là-dessus. On est quand même super libre ici, en vrai. Absolument. Malgré votre pénibilité, Philippe Bichet. Sur le cas, sur la décision de justice de 30 ans de réclusion, moi je reviens pas, c'est très bien. Et franchement, quand j'ai entendu l'avocat de la défense dire que le jury manquait d'humanité, je suis désolé, c'est un récidiviste. Il avait de la coke plein le nez, il a roulé à 150 km/h, il a jamais voulu freiner, et il a percuté délibérément. Voilà, il a percuté délibérément une jeune gendarme qui avait toute sa vie devant elle, et il lui a privé, et elle a pris perpète, et sa famille aussi. Donc là-dessus, moi je reviens pas. Et justement, si la justice était beaucoup plus ferme, le gars avait 31 ans. Je trouve qu'à 31 ans, on n'est pas un gamin, on sait ce qu'on fait de sa vie, et à un moment donné, il faut pas revenir en arrière. Après, il faut avoir le courage de la nuance, et des fois, souvent, je me rends compte que c'est courageux d'être nuancé, parce que la vie, c'est ni blanc ni noir, c'est gris des fois, et en fait, il faut savoir aussi remettre la vérité au milieu. Et souvent, sur des plateaux, on a un peu peur aussi de porter cette nuance, parce qu'on on sent des fois que il y a une grande résistance, ou une petite pression, une pression, voilà. Ce qui n'est pas chez nous. Nous, on parle librement. Il faut le courage de la nuance. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont Dadi, course-poursuite et rétrogradation. L'Europe accueille Dadi Papa, surnom donné par le chef de l'OTAN Mark Rutte à Donald Trump au sommet de La Haye. Emmanuel Macron lui appelle à la fin de la guerre commerciale entre alliés. Course-poursuite fatale entre la Belgique et la France. La police belge poursuivait un go-fast sur une 2x2 voies jusqu'en Moselle hier soir. Un des fuyards et un policier belge ont été fauchés sur la 2x2 voies. Et puis Textor dehors, la boutique de l'OL taguée à Lyon au lendemain du choc, cette rétrogradation en Ligue 2. Les vraies voix Sud Radio. Donald Trump, plus que jamais au centre de l'attention au sommet de l'OTAN à La Haye aux Pays-Bas. Gare aux humeurs du président des États-Unis. Juste avant le sommet, il a laissé planer des doutes sur le principe même de la solidarité entre alliés en cas d'attaque. C'est peu dire dans ce contexte que le secrétaire général de l'Alliance Atlantique le caresse dans le sens du poil. Après ses SMS dithyrambiques sur les frappes en Iran, Mark Rutte a eu cet échange un peu surprenant avec Donald Trump au sujet de la guerre Israël-Iran. They've had a big fight, like 2 kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes. Then it's easy to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language to get strong language. Everyone's like, ils se sont disputés violemment, dit Donald Trump, comme 2 enfants dans une cour de récréation. Vous savez, ils se battent comme des fous. Vous ne pouvez pas les arrêter. Laissez-les se battre 2-3 minutes, puis c'est plus facile de les arrêter, lance le président des États-Unis. Ce à quoi Mark Rutte répond en parlant de Trump. C'est là que Daddy, papa, doit parfois hausser le ton pour les arrêter. Donald Trump qui mérite toutes les éloges, a ensuite affirmé il y a quelques minutes le chef de l'OTAN. Aucun mot n'est assez fort pour maintenir arrimés les États-Unis dans l'OTAN. Mark Rutte saluait aussi par SMS le leadership sans précédent de Donald Trump pour pousser les Européens à accroître leurs dépenses militaires. 5% de leur PIB horizon 2035, même si pour arranger un peu les calculs, on a intégré là-dedans des dépenses qui avant n'étaient pas comptabilisées. En tout cas, Emmanuel Macron lui en appelle à ne pas se faire la guerre commerciale entre alliés. Cet effort collectif et les bons résultats qu'on a avec ce communiqué et ce réengagement européen, il impose de manière évidente la paix commerciale. On ne peut pas entre alliés dire il faut dépenser plus, nous dire on va dépenser plus, et au sein de l'OTAN se faire la guerre commerciale. C'est une aberration. Et donc c'est pourquoi il est très important qu'on puisse
revenir à ce qui devrait être la règle au sein de l'ensemble des alliés, c'est-à-dire une véritable paix du commerce, et donc d'abaisser toutes les barrières tarifaires qui existent ou qui ont été renforcées. Le président Macron au sommet de l'OTAN, allait une dernière hyperbole pour la route, vu qu'apparemment on n'a pas peur des grands mots à la haie. Donald Trump juge cet après-midi que ce sommet de l'Alliance Atlantique est un succès monumental pour les États-Unis. Voilà, rien que ça. Allez, le deuxième mot, course-poursuite. 2 hommes, dont un policier belge, ont été tués en Moselle. Une course-poursuite liée au trafic de drogue et qui a tué non seulement ce policier belge, mais aussi le conducteur d'un véhicule en fuite percuté par une autre voiture hier soir, peu avant 23h. Le véhicule poursuivi par la police belge, soupçonné d'être un go-fast, s'est arrêté sur la 2x2 voies à Angevillers en Moselle. Les 2 occupants sont alors sortis en courant. Un policier belge a poursuivi à pied le conducteur en traversant la route, et c'est là que les 2 hommes ont été percutés par un autre véhicule qui arrivait. L'autre occupant de la voiture poursuivi a ensuite été arrêté et placé en garde à vue. La course-poursuite avait démarré un peu plus tôt en territoire belge. Les 2 hommes ont jeté la drogue par la fenêtre au cours de leur tentative de fuite. Les accords entre pays européens, faut le savoir, permettent de continuer une course-poursuite comme ça quand les malfaiteurs en fuite franchissent une frontière, mais en l'occurrence, et c'est quand même assez rare, la police belge était entrée assez loin en territoire français, à 40 km tout de même de la frontière au moment du drame. Le ministre belge de l'Intérieur a aussitôt rendu hommage à l'agent de police mort en service. Âgé de 35 ans, il était père de 2 enfants. Le troisième mot, rétrogradation avec ce choc à Lyon. Textor dehors, c'est ce qu'on peut lire sur la boutique de l'OL du nom de l'actionnaire américain après l'annonce de cette rétrogradation en Ligue 2. Lyon, 3e ville de France, plusieurs fois championne de la Ligue 1 dans les années 2000. Eh bien, le gendarme financier du foot français, la Direction nationale de contrôle et de gestion, retoque le dossier de l'Olympique lyonnais. Situation financière trop fragile, et ça n'étonne pas Louis-Marie Valin, consultant sportif. C'est surtout la réalité d'une situation économique du foot français qui est très précaire, comme on le sait depuis plusieurs saisons. Concrètement, on sait qu'aujourd'hui, avec la défaillance des droits télé, les clubs français vivent au-dessus de leurs moyens. Et dès qu'il y a une gestion qui est un petit peu mauvaise ou que les résultats sportifs ne suivent pas, ce qui est le cas pour l'OL qui n'est pas en Ligue des Champions cette saison, eh bien, on va dans le mur. Aujourd'hui, un club comme Lyon, pour équilibrer son budget, il a besoin impérativement d'être en Ligue des Champions. Ils n'ont pas réussi à le faire, ça leur aurait sauvé la mise. Aujourd'hui, il faut réduire le niveau de vie parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait pour ce qui est des droits télé. Un des propos recueillis par François-Louis Bourneau pour Sud Radio. L'OL peut encore faire appel, mais si sa rétrogradation se confirme, sa place en Ligue 1 sera réservée à Reims, qui était censé descendre. Oui. Cata, Philippe. Je suis ravi pour Reims. J'adore Reims, mais bon, le reste, je ne serais pas capable d'expliquer aussi bien que vous. Enfin, Reims avait un gros trou également. Ils ont passé la DNCG, donc ça pose question aussi. Parce que vous savez bien, Philippe, que c'est lié à Textor. La réalité, c'est que c'est pas la première fois que John Textor ait pris les mains dans le pot de confiture. Il est là le sujet. Clair. Et donc, c'est lié vraiment à la personnalité et aux manœuvres, en réalité, des équilibres très fragiles de Textor. C'est un vrai choc. Hein. Vraiment, c'est un choc. Et Ryan Cherki, qu'est-ce qu'il a bien fait d'aller signer à Manchester. Mais pour un club comme l'OL, c'est quand même une catastrophe. Oui, bien sûr, bien sûr. On a connu Bordeaux, aussi, qui était une légende aussi. Hein. Oui, c'est dommage, c'est des gros clubs, des grosses empreintes dans le sport français. Effectivement, une pensée à tous les supporters, à des villes entières qui d'un seul coup vont devoir affronter des tempêtes, parce que c'est pas parce que vous allez en Ligue 2 que tout de suite vous allez jouer la remontée. Souvent, c'est la traversée du désert parce que les meilleurs joueurs s'en vont, il faut recruter, mais après, c'est aussi la part aux jeunes peut-être du club qui vont pouvoir percer. Et devenir supporter du PSG peut-être. Mais je dis un mot, a priori, Lyon ne jouerait pas en Ligue 2, mais déposerait le bilan. Donc ce serait carrément le départ du club en amateur. On en est là avec ce stade et les infrastructures gigantesques à Lyon. Alors que Lyon jouait pas mal. Ils jouaient pas mal, ils s'en étaient bien sortis. Mais ils n'ont pas accroché la Ligue des Champions. Un bon entraîneur. Merci Félix Mathieu. Allez, on est un petit peu en retard. Dans un instant, le Rassemblement national qui ne votera pas la censure contre le gouvernement Bayrou. Marine Le Pen reste hors jeu en cas de dissolution en raison de cette peine d'inéligibilité. Alors parlons vrai, est-ce que la non-censure du RN est purement tactique? Et à cette question, la non-censure du RN est-elle pour protéger François Bayrou, la stabilité de la France ou le mandat de Marine Le Pen? Vous dites à 64% le mandat de Marine Le Pen, à 21% la stabilité de la France et à 15% François Bayrou. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On est un petit peu en retard, donc dans un instant on retrouvera Luc Rouban qui est avec nous, politologue, directeur de recherche CNRS et Cevipof, qui est le centre des recherches de Sciences Po et auteur du livre Les ressorts cachés du vote RN aux presses de Sciences Po. Restez avec nous, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
On vous attend tous les jours de 17h à 19h et c'est un vrai bonheur de vous avoir avec autour de cette table Philippe Bilger qui est avec nous, bien entendu, Françoise Degois et Jean-Christophe Couvi qui est secrétaire national du syndicat Police Unité, et vous au 0826 300 300. Zach vous attend bien entendu. On vous souhaite la bienvenue, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On a acté l'échec hier, Je ne peux pas accepter sans réagir qu'on se satisfasse d'échouer si près du but. Monsieur le Premier ministre, le respect de la parole donnée est à la base même de notre régime démocratique. Vous avez pris des engagements pas tenus sur ce sujet comme sur bien d'autres. Cela nous contraint, Monsieur le Premier ministre, à déposer une motion de censure contre votre gouvernement. Dont acte, il a trahi sa parole et nous le censurons. Il y a très peu de chances qu'on vote une censure sur les retraites pour une raison simple, c'est que la censure ne va pas faire baisser l'âge de retraite de 64 à 62 ans. Le rendez-vous de la censure, c'est à l'automne. C'est au moment du budget. François Bayrou, son tour viendra. Le Rassemblement national ne votera pas la censure contre le gouvernement Bayrou et en cas de dissolution, pour rappel de l'Assemblée nationale, Marine Le Pen ne pourrait pas se représenter cause de sa peine d'inéligibilité. Alors parlons vrai, est-ce que les menaces de censure sur le budget, ce sera à l'automne d'ailleurs, vous semblent crédibles de la part du RN? À la question: la non-censure du RN est-elle pour protéger François Bayrou, la stabilité de la France ou le mandat de Marine Le Pen? Vous dites à 65% le mandat de Marine Le Pen, à 20% la stabilité de la France et à 15% François Bayrou. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité Luc Robin est avec nous, politologue, directeur de recherche CNRS et Cevipof, le centre de recherche de Sciences Po, et auteur de ce livre Les ressorts cachés du vote RN aux presses de Sciences Po. Luc Robin, merci d'avoir accepté notre invitation et bonsoir à vous. Philippe Bilger. Bonsoir. Alors, je voudrais dire, il y a sans doute des raisons personnelles et des raisons peut-être plus nobles. D'abord, je ne suis pas persuadé que le Rassemblement national tenait absolument à voter une motion de censure avec la gauche et l'extrême gauche. Deuxième élément, ils ont dit, et je crois que l'argument se reçoit, qu'en réalité, voter la motion de censure ne changerait rigoureusement rien à la loi sur les retraites. Troisième élément, et il est personnel évidemment, c'est le fait que, en effet, le sort de Marine Le Pen importe là-dedans. J'ajoute, et je suis désolé de mélanger les notions, mais le RN a toujours eu une sympathie parce que François Bayrou l'a toujours traité correctement. Pour François Bayrou, et dernier élément, peut-être le plus noble, j'ai l'impression que le RN, évidemment, n'exclut pas dans les prochains mois de voter une motion de censure, mais il veut le faire pour ce qu'il estime essentiel dans l'intérêt de la France. Françoise Degois. Le RN a déjà voté une censure présentée par la France Insoumise, donc déjà pour surpargner, ça c'est un argument. J'entends je comprends pas, c'est complètement fou de lier la censure et la dissolution. Est-ce que quelqu'un peut imaginer que Emmanuel Macron va remettre les doigts dans la prise le 8 juillet quand il récupère son droit de dissolution? Évidemment. Personne n'imaginait qu'il le ferait il y a un an. Non, mais écoutez, un an sont passés, regardez le résultat désastreux, parce que la prochaine fois, si tu te foires, c'est la démission au bout. Je vois pas comment. Je pense qu'il a compris, là. En tout cas, je pense qu'il a vraiment compris la leçon. Donc, lier ça en disant la dissolution, je perds mon mandat, c'est aussi un mauvais argument. Je pense qu'il y a un problème au sein même du Rassemblement national. Il y avait toute une ligne, la ligne de Bardella, de Jordan Bardella, qui voulait censurer en disant on l'a, il faut le faire, il faut faire mouvement, on peut pas continuer dans cet immobilisme-là. Et puis vous avez les marinistes qui évidemment ne veulent pas, en se disant attention, la patronne est déjà un peu fragilisée. Donc toutes ces explications, et c'est normal, c'est de la politique, ne sont là que pour masquer les divisions profondes qui existent et qui ne vont aller qu'en s'aggravant. Vous ne pouvez pas imaginer qu'à un moment donné, Jordan Bardella va pas vouloir accélérer et pousser un peu Maman Le Pen dans le décor. Voilà. Moi, je crois que pour le moment, on garde le village Potemkin. On vote pas la censure parce que c'est le village Potemkin. La politique, c'est de la stratégie. Effectivement, à un moment donné, il faut partir quand il faut bien partir. Il y a un agenda, ils l'ont, eux, dans leur tête. Effectivement, je pense qu'ils appuieront sur le bouton quand il faudra. Là, on voit bien en même temps aussi que la France est confrontée quand même à l'international avec... voilà, on est très fragile, on voit qu'il y a des guerres qui s'annoncent, on voit que les États-Unis sont en train de nous lâcher, etc. Est-ce que c'est le bon moment pour appuyer sur le bouton, pour remettre une crise là où il y a déjà des crises? Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi
penser un petit peu au bien-être des citoyens. Vous pensez que le RN aurait dû censurer le gouvernement, ou vous pensez qu'il fait bien d'attendre le prochain budget, en attendant évidemment ce qu'il y aura dans le budget? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et Luc Rouban est donc avec nous, politologue, directeur de recherche au CNRS et au CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, et auteur du livre Les ressorts cachés du vote RN aux éditions Presse Sciences Po. Luc Rouban, vous avez entendu une espèce de petit melting pot de la stratégie. Pour vous, la stratégie du RN, c'est quoi? Bon, écoutez, je ne suis pas au cœur même du RN, donc je ne peux pas vous définir quelle est leur stratégie, mais je peux en revanche vous dire que ils sont confrontés à un problème de définition de stratégie, parce que effectivement déjà parler de censure du gouvernement Bayrou, ça ne veut pas dire forcément dissolution. Si on élimine François Bayrou, il va falloir trouver un autre Premier ministre, mais qui? Parce que la situation, elle est quand même désastreuse. Le président la fout la main. Non, là, c'est Sébastien Lecornu qui, en plus, a des super liens personnels avec Marine Le Pen. C'est pour ça que c'est encore plus incompréhensible. Il y a toutes sortes de gens très bien, mais si vous voulez... Non, mais moi, je n'ai pas dit qu'il était très bien ou pas bien. Mais en tout cas, il est déjà... On laisse parler, Françoise. Au niveau des partis, si vous voulez, ils sont obligés d'intégrer dans leur stratégie, justement, la personnalité ou la personne, ou si vous voulez, le Premier ministre ou la Première ministre. Donc, si vous voulez, bon, ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous sommes quand même globalement en France, nous sommes dans une situation d'impuissance de l'État. Bon, on le voit très clairement. On a un État qui est incapable de se réformer. On a un gouvernement qui, si vous voulez, fait un peu le godille. François Bayrou fait ce qu'il peut. Bon, c'est un homme de compromis, mais pour l'instant, c'est un peu quand même du bricolage. Et on voit bien sur les retraites, sur beaucoup d'autres sujets, il n'y a pas de consensus. Il est très très mal perçu dans l'opinion. C'est un des premiers ministres qui a le moins de soutien de l'opinion. La situation effectivement internationale s'est considérablement dégradée. Elle est très dangereuse. Donc, et la France passe effectivement au second, voire au troisième plan de la scène internationale, ce qui n'était quand même pas le cas jusqu'à présent. Donc on est quand même dans un pays qui est en plein déclin politique au niveau national et international. Et donc dans ces conditions, il faut bien comprendre que, alors, il y a effectivement le problème du mandat de Marine Le Pen qui doit certainement se poser, mais il y a aussi la question de savoir comment tenir jusqu'en 2027, parce que, si vous voulez, il faut bien comprendre, si tout le monde veut se débarrasser de François Bayrou, il faut aussi que, dans tous les partis, y compris le RN, il faut aussi montrer que ces partis, y compris le RN, sont des gens responsables, et que dans le fond, ils vont se présenter, il va falloir se présenter en 2027, en disant aux Français, voilà, on a agi de manière intelligente, responsable, on n'a pas créé une nouvelle crise politique, et donc je pense que ça, c'est un point central. Donc, je pense qu'il y a une grande incertitude. Ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Le deuxième point, effectivement, si je peux me permettre très rapidement, c'est qu'effectivement, il y a un problème de ligne au sein du RN. Parce que la ligne Bardella, c'est pas la ligne Marine Le Pen. Oui. Et beaucoup ont dit, oui, non, c'est toujours les mêmes. Non, ce ne sont pas les mêmes. Bardella, il est beaucoup plus trumpiste, il est beaucoup plus libéral. Et Marine Le Pen, elle est quand même différente, elle est beaucoup plus, je dirais, proche de l'ancien FN, enfin sur certains points, en matière sociale notamment. Donc la question, elle est là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus pousser il ne faudrait pas que cette situation crée une scission à l'intérieur du RN, parce que c'est ça aussi leur problème. Il faut qu'ils restent unis. Parce que là, si on commence à aborder le sujet de la censure, il va falloir définir, et ils ne le feront pas d'ailleurs, une politique budgétaire très claire et fiscale très claire. Justement, Luc Rouban, à propos des lignes à l'intérieur du RN, que pensez-vous de la dernière déclaration de Marine Le Pen dans Valeurs Actuelles qui a dit en gros, maintenant il faut sérieusement que Jordan Bardella se prépare. Est-ce que vous y voyez une sorte de synthèse entre le risque judiciaire et le futur de 2027, ou bien est-ce qu'elle lâche l'affaire d'une certaine manière ? Je pense qu'elle prépare simplement le terrain au cas où elle ne pourrait pas se présenter et elle serait inéligible. De toute façon, ça, je pense, c'est de bonne guerre, si je peux me permettre. Donc, en fait, la réalité, c'est ça, c'est ils savent même pas quel sera le candidat. Mais le problème, c'est qu'effectivement, comme je vous le disais à l'instant, derrière chaque candidat, il y a quand même des lignes très différentes. Est-ce que c'est le libéralisme
avec l'allègement des impôts, notamment pour les entreprises, etc. Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt une politique, disons, d'inspiration, alors avec des guillemets, d'inspiration gaullienne, de renforcement de l'État, des services publics, etc. Donc là, on est quand même sur des choix essentiels. Après, bon, effectivement, ils sont obligés aussi de montrer que dans le fond, ils s'entendent bien, même si c'est pas le cas derrière, et que dans le fond, vous savez, en général, les duos en politique, comme dans bien des cas de figure de pouvoir, ne tiennent pas. Il y en a toujours un des deux qui prend le dessus sur l'autre. Et voilà, donc si vous voulez, il y aura forcément un gagnant et un perdant. Mais bon, pour l'instant, pour eux, je pense qu'ils sont face à une grande incertitude, parce qu'on est dans une situation de recomposition de l'espace politique. Et une incertitude qui touche les autres aussi. On ne connaît pas d'ailleurs quelles vont être vraiment les relations entre le PS et les filles, même après le congrès du PS. Et puis il y a surtout pour le RN le problème de savoir comment récupérer l'électorat de droite qui vote LR. C'est ça leur Françoise. Oui, Luc, question courte et réponse courte, parce qu'il y a plein de questions. Je crois quand même savoir et je crois comprendre que l'électorat du RN est vent debout et veut que le Rassemblement national vote la censure à des niveaux très élevés, 70-75%. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que quand François Bayrou, le 14 juillet, a présenté son plan d'austérité, parce qu'il va le faire, l'Assemblée ne sera plus en session extraordinaire, donc elle sera, fermée, on renvoie tout ça au budget. Comment le RN peut s'entendre sur ce qui est censurable ou pas au budget? C'est un vrai sujet. Leur base, leur électorat voulait la censure, comment ils s'en sortent là-dessus? Effectivement, c'est une bonne question, je n'ai pas la réponse, mais c'est vrai que le problème, dans le fond, ils sont piégés par l'élargissement de leur électorat. Bon, parce que dans le fond, il va falloir ménager aussi les classes supérieures, il va falloir rassurer le patronat, donc il va falloir quand même faire attention au niveau des impôts, et surtout, il va falloir faire très attention aux retraités, parce que tout le débat, il est sur les retraités aujourd'hui. On voit bien que pour sauver les retraites, finalement, progressivement, on commence à nous dire, oui, finalement, les retraités sont des privilégiés, ça serait bien de les faire payer un peu plus d'impôts, etc., tout ça, tous ces gens qui profitent bien de la vie alors que les autres travaillent, etc. Bon, donc il y a quand même une forme de mise en place d'un nouveau récit, là, sur sur la nouvelle fiscalité qui va peser sur les seniors. Mais ça, il faut bien comprendre que dans l'électorat de Marine Le Pen, enfin du RN, vous avez maintenant une part croissante de retraités, justement. Autant pour des raisons fiscales ou des raisons de sécurité, etc. Donc, si vous voulez, là, effectivement, il va falloir qu'ils prennent des décisions, et ça va être très, très difficile pour eux, parce qu'il va falloir faire des choix. Et dans l'état des finances publiques actuelles, ça va être compliqué. Vous devez faire des choix, parce que sinon vous passez pour un comique si vous continuez à dire tout va très bien, on continue comme avant. Vous pensez que Marine Le Pen a eu raison d'aller contre son électorat en ne censurant pas, ou vous pensez le contraire? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Justement, Fabrice est avec nous de Laurent Sainte-Marie. Bonsoir Fabrice. Oui, rebonsoir. Oui. Écoutez, moi je m'inscris pleinement dans les propos qu'a tenus Françoise Degois. C'est-à-dire que j'arrive pas à comprendre que quand j'ai vu cette question, quand j'ai entendu cette question, j'arrive pas à comprendre comment on peut associer la motion de censure avec la dissolution. Voilà, moi ça, j'arrive pas à comprendre ça. Donc la question pour moi se pose pas, pour être franc. Après, moi, je pense qu'il manque peut-être une quatrième proposition. Alors je vais être grossier. Je le dis avec humour. Est-ce que le RN ne cherche pas une sorte de cohérence dans son action? Tout simplement de cohérence, puisque ils ont voté la motion de censure, ils ont eu la motion de censure face à Barnier sur le budget. Ils attendent le budget pour François Bayrou, et pour pouvoir dire après, vous voyez, on est cohérent, on l'a censuré pour le même motif que le précédent, en mettant en avant les hausses d'impôts, etc., les baisses de certains budgets. Voilà, moi je miserais plutôt là-dessus, quoi. Voilà. Par contre, j'ai une question à poser à Françoise, que je me pose. En cas de non-éligibilité, c'est pas facile à dire. D'inéligibilité. Est-ce qu'elle peut être nommée Première ministre? Ah oui, absolument. Oui, bien sûr. Vous avez la réponse directement. Oui, c'est pas un mandat. Je vous rappelle qu'il m'a posé à moi, donc oui, pardon. voilà, merci. Donc je réponds moi. Je m'appelle Françoise
Françoise David, en fait. Je suis la sœur de Philippe David. Oui, bien sûr. On a du bol. Bien sûr, il peut absolument. Que j'embrasse, parce que ce soit anniversaire aujourd'hui. Et moi, je l'embrasse très fort. Oui, bien sûr, il peut, sans aucun problème. Elle peut être nommée Premier ministre, c'est pas un sujet, bien sûr. Donc on peut partir sur un ticket, donc dissolution ou pas. Est-ce que Marine Le Pen... ne nous emballons pas. Oui. En fait, la difficulté, quand vous avez, par exemple, dernières élections, 11 millions d'électeurs qui ont voté pour vous, alors sur des programmes, etc., c'est que c'est pas 11 millions d'adhérents. Et donc, du coup, vous devez aussi essayer toujours de garder votre cheptel, entre guillemets, votre socle de vote. Et là, je suis d'accord pour dire qu'il faut, à un moment donné, avoir une stratégie lisible. Et vous pouvez pas faire de la guérilla tout le temps, prendre le maquis sur plein de choses. Donc, il faut, à un moment donné, avoir une taille patron. Et donc, du coup, c'est difficile parce que c'est très gazeux. Parce qu'entre-temps, il y a d'autres personnalités comme Retailleau, Darmanin, etc., qui essayent justement de ratisser votre électorat. Et donc, voilà, c'est assez compliqué pour eux. Alors, ça risque d'être une vraie faute politique. Luc Rouban, est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière ce refus de voter la censure quelque chose qui continue de la part du Rassemblement national, le souci constant de montrer qu'ils ont une responsabilité, une lucidité et qu'ils ne veulent pas porter atteinte à l'intérêt de la France? Ah bah oui, absolument. Mais vous savez, il faut se rappeler les leçons de la sociologie, vous savez... La suite de la dédiabolisation, en quelque sorte. Oui, mais si vous voulez, il y a ça, et puis, effectivement, je suis d'accord avec vous, mais si vous voulez, la sociologie historique nous apprend qu'il y a la loi d'airain des oligarchies, c'est-à-dire que les partis, même les plus démocratiques, je pense pas que ça soit toujours le cas du RN, finissent par créer une élite de dirigeants qui se séparent de l'électorat. Et la stratégie définie par les dirigeants du RN n'est pas forcément en phase avec l'électorat. Pourquoi ? Parce que son électorat, il est excédé par la situation actuelle. Lui, il voudrait que les choses soient clarifiées une fois pour toutes, et que peut-être que Emmanuel Macron démissionne, qu'il y ait un grand renouvellement et qu'on reparte de zéro, parce qu'effectivement la situation est devenue complètement illisible et ingérable. Mais au niveau des dirigeants, eux, ils réfléchissent autrement. Oui. Ils se disent, oui, c'est très bien, mais à la limite, est-ce qu'ils veulent vraiment le pouvoir au niveau supérieur ? Parce qu'il va falloir gérer une situation extrêmement complexe, très difficile. Un pouvoir à deux têtes en plus. Hein. Non, je pense, Luc, je m'inscris en faux parce que ça a été quelque chose de réel pour Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, c'était l'enfant perdu des guerres coloniales françaises. Il ne voulait pas le pouvoir. Quand il est au second tour, on a tous, moi j'étais journaliste dans une autre radio, il est hébété. Il dit, de toute façon, voilà, je vais faire 18. Donc lui, il ne voulait pas le pouvoir, fondamentalement. Je ne crois pas du tout une minute que ce soit le cas de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Je ne sais pas. Il nous reste 30 secondes. J'aurais été d'accord avec vous il y a 6 mois. Maintenant, je me pose des questions. Parce que la situation est tellement pourrie que, vous savez, il va falloir vraiment être quand même très masochiste très bon pour récupérer les clés du camion. Oui. Exactement. Et vous savez, les masochistes en politique, en général, ils durent pas longtemps. Il y a Rocard. Merci beaucoup, Luc Rouban. Merci beaucoup, politologue, directeur de recherche au CNRS et au CEVIPOF et auteur de ce livre, Les ressorts cachés du vote RN aux presses de Sciences Po. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, on garde Fabrice, bien entendu, de Laurent Sainte-Marie, et puis on court vers le qui c'est qui l'a dit. La ligne d'arrivée et d'abord la ligne de départ. C'est dans un instant. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous félicite pour vos émissions. C'est toujours un plaisir. Je déguste votre émission. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec bien évidemment Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean-Christophe Couvi, Cécile de Ménibus. Et c'est l'heure d'un moment fort avec Fabrice, notre auditeur du jour, le qui c'est qui l'a dit, que vous avez l'insigne honneur de lancer. Attention Fabrice. Fabrice, allez-y. Alors, la cuisine est au spaghetti, ce que la culture est... C'était qui l'a dit? Les vraies voix Sud Radio, tu vois, le quiz de l'actu. Laurent, enfin c'est la vallée d'à côté. Il est bien. C'est à Bernay, ça va. Les Bernay garburent bien en général. Oui, ils garburent bien. Moins bien que les Bigourdans, mais... Grâce à votre jingle, Fabrice, je vous donne 16 points d'avance. Faites gaffe, Bilger est en train de vous jeter un extincteur. Il va jurer en patois, il va dire du Wiban. Allez, on y va les amis. Qui c'est qui l'a dit? La présence de Bruno Retailleau dans ce gouvernement est une raison de censure à elle toute seule. Fabrice.
Tondelier. Bonne réponse de Fabrice. Attends, il y a un petit temps d'attente. Ce qui est bien, c'est que comment ça s'appelle, les politiques répètent régulièrement les mêmes choses dans les mêmes matinales. Ah, c'est ça. Donc c'est ça qui est bien. C'est vrai aussi. Mais c'était ce matin sur Sud Radio. Qui c'est qui l'a dit, Fabrice? Je suis en colère, mais je la contiens. C'est une colère froide. Fabrice. Je l'ai pas. Allez-y. Il a des indices. Il a écrit un livre qui parle de colère, alors. Ah bah oui, c'est... François Hollande. Mais non. Mais Vipin. Non. Non plus. L'ancien Premier ministre. Édouard. Édouard Balladur. Philippe. Ouais. 3 points pour Philippe Bilger. Je suis en colère. Président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale. Qui l'a dit? La France et l'Europe sont contre l'obtention de l'arme nucléaire par l'Iran, mais sont pour la voie diplomatique. Fabrice. C'est une femme. Ah, zut. Une femme. Qui porte la parole. Attention. Non, mais... Il l'a dit en premier. Mais non, il l'a dit en premier. Il l'a dit en premier. Non, d'accord, j'avais pas entendu. Aucun doute. Comme Prima, on l'a pas refaite. Qui c'est qui l'a dit? C'est à moi ou c'est à vous? Mais on s'en fout, vous avez été plus rapide, pardon. Non, mais c'était à moi, je crois. Qui c'est qui l'a dit sur la motion de censure? Si le RN ne la vote pas, il continuera à être la béquille du macronisme. Manuel Bompard. Bonne réponse de Fabrice, député insoumis. Excusez-moi, on n'en est pas loin des 16 points. Je ne dis rien. Voilà. Qui c'est qui l'a dit? Faire tomber François Bayrou n'abaissera pas l'âge de départ à la retraite. Fabrice. Jean-Philippe Tanguy. Bonne réponse. On l'avait tous. Il est très bon. Je suis chaud. Il est très très bon. Qui c'est qui l'a dit? J'adore. Nous ne pouvons pas continuer à être un pays au risque de surendettement. Et puis Fabrice, on va vous aider, c'est un de vos voisins. Facile. François Bayrou. Bah oui, évidemment. Il est vraiment. Il a combien là 12, Philippe Bilger 6, on attend la police et Françoise Degois. Qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, Fabrice. Le rendez-vous de la censure, c'est à l'automne, au moment du budget. Facile. Fabrice. Il dirait Tanguy ou quoi? Non. Bonne réponse. Je finis pas Fanny, c'est Françoise Allez, Degois. la der des der. Qui c'est qui l'a dit? Celle-là, elle m'a fait rire. Pardon. Les relations avec l'Iran sont plutôt bonnes. En tout cas, ces derniers jours en ce qui me concerne. Et preuve en est que l'Iran respecte le cessez-le-feu. Fabrice. Je cause. Mélenchon. Non. Ah non. Macron. Trump. Bah oui, bonne réponse de Philippe Bilger, Donald Trump. Les relations avec l'Iran sont plutôt bonnes. Il les a bombardées il n'y a même pas une semaine. Alors je trouve ça que D'accord. Oui, c'est un peu là, on parlait de masochisme. C'est la phrase d'Audiard quand les types de 120 kilos disent par la suite 40, ceux-là ont certaines tendances à les écouter. Voilà, Ils ont exactement. mangé une bombe glacée. En tout cas, Fabrice, j'avais annoncé 16 points. Et ben vous avez été à 12. Bravo. Et on est bien. Philippe Bilger à 9. Mais moi, je vous les donne parce que vous êtes un excellent candidat. Voilà, Philippe merci Bilger, beaucoup. Françoise Degois, 3. J'étais dans les choux aujourd'hui. Et on attend encore et toujours la police. Oui, mais la police réfléchit, la police. J'ai pas le temps de regarder les émissions, écouter les radios, etc. Non, mais c'est pas ce qu'il faut dire. Il faut dire que qui c'est qui l'a dit, vous veillez sur tout le monde, vous n'avez pas que ça à faire. Et puis il faut dire que c'est intellectuellement très élevé pour la police, vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, on a un code de déontologie, on laisse faire. Fabrice, c'est qui votre préféré autour de cette table? Ça y est. Eh ben, écoutez, alors, non, franchement, je vous apprécie. Non, mais là, c'est pas de la langue de bois. Je vous apprécie à tous. Parlons vrai, attention. Mais par rapport à certains points en commun, Philippe David, nous partageons ensemble plusieurs choses. Premièrement, il aime le Stade Toulousain. Deuxièmement, il râle tout le temps. Troisièmement, il aime les chocolatines. Donc, il est parfait, cet homme. Et en plus, mes chocolats préférés sont fabriqués à Oloron, Sainte-Marie. Ils s'appellent les Pyrénéens. Mais arrêtez, mais quel lèche-botte, c'est pas possible celui-là. Non, mais c'est vrai que les Pyrénéens sont sublimes. C'est que tous les deux, samedi soir, ils vont pleurer quand l'UBB va être champion. Non, mais bien sûr que ça va être sublime que l'UBB soit champion. Vous êtes d'une méchanceté. Adichat, Fabrice. On va vous rayer, Allez, Fabrice, vous reviendrez plus puisque vous avez choisi Philippe David. Allez, je vous embrasse. Merci d'avoir joué avec nous. En tout cas, vous étiez un très bon candidat. Et dans un instant, le journal, la météo de Rémi André, et puis le coup de gueule de Philippe David. Il n'y en a pas aujourd'hui, c'est une spéciale. Et voilà. On va parler du logement, notamment avec Chimène Badi. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'était pour me piéger. Bien sûr. Je l'ai vu tout de suite. Et d'un peu plus, je me retrouvais chocolat. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix. Dans un instant, un très bel événement. C'est la 8e édition du tremplin musical organisé par Action Logement avec Sud Radio. Chimène Badi sera avec nous. On fait une petite pause et on revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et si ma voix tremble parfois, J'adore cette voix. Pardonnez-moi. Et à l'occasion de la 8e édition du tremplin musical Action Logement, partenaire de Sud Radio, et on est très heureux de ça. Jérôme Wagner est avec nous, président fondateur de Mage Entertainment, qui accompagne l'organisation de ce tremplin musical. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Chimène Badi est avec nous, marraine, pas maire, de ce tremplin musical 2025. Ça pourrait... Chimène, je sais pas, j'ai des dons de voyants, je sais pas pourquoi. Elle pourrait être candidate au municipal l'an prochain, hein, pourquoi pas, hein. C'est la maire M-E. Ah, hier, oui, ça dépend de l'orthographe. Oui. Voilà, exactement. Chimène Badi, merci d'avoir accepté cette invitation. Petit mot avec vous, Jérôme Wagner, sur l'importance du lien entre Action Logement et ce tremplin. Oui, alors c'est pas n'importe quel tremplin, puisque effectivement c'est organisé par Action Logement. On le sait pas, mais c'est le premier du logement social en France. Donc c'est un tremplin qui a été créé pour créer du lien social dans les quartiers. Action Logement, c'est un organisme paritaire à but non lucratif. Tout le monde est bénévole dans cette histoire-là, et ça a été lancé. C'est la 8e édition, comme vous le disiez, et c'est voilà un très très gros succès. Et on est très fiers. On a déjà découvert plus de 17 artistes. Il y en a 3 qui sont signés en maison de 10 déjà. Et on est très ému parce que quand on voit un artiste comme Charlie Pal qui était ouvrier en usine et qui aujourd'hui vit de son art grâce au tremplin, un autre Camille Ancel qui était le lauréat 2022 de mémoire et qui lui il jouait du ukulélé dans sa chambre et aujourd'hui il est signé chez Pavillon Bleu qui est le label de Cultura, donc qui est un autre de nos partenaires. Donc c'est très c'est très gratifiant. Chimène, pardon Philippe, quand on vous propose d'être marraine de ce tremplin, qu'est-ce que ça réveille chez vous? Déjà, moi, ce que j'apprécie, d'abord, bonjour à tous. Ce que j'apprécie, ce qui m'a particulièrement parlé, c'est justement de joindre et la musique et le côté social. Et c'est ça qui m'a plu autour de cet événement qui s'appelle le tremplin musical. Et puis ensuite, l'idée de tout simplement pouvoir transmettre ce que moi j'ai appris, ce que moi j'ai vécu pendant 24 ans, et l'idée peut-être de pouvoir accompagner certains artistes, et puis aussi de tout simplement découvrir de nouveaux artistes. Je trouve que c'est riche, je trouve que c'est génial de vivre ça. C'est aussi beaucoup d'émotions. Voilà, quand j'ai annoncé aux gagnants qu'ils avaient eu leur prix, il y a eu beaucoup d'émotions. Moi, ça m'a procuré quelque chose de puissant. Et, on a l'impression d'être utile, peut-être. Oui. Ouais, c'est exactement ce que je disais à Jérôme. D'ailleurs, il y a ce sentiment de servir à quelque chose. Et puis, le tremplin musical, c'est pas un concours de chant lambda. Il y a quelque chose autour qui est. Jérôme en a très bien parlé, donc je vais pas le redire moi-même, mais voilà, tout ça ensemble, je trouve que c'est hyper bien ficelé, et je trouve que ça hyper génial. Et je trouve que c'est important d'en parler en fait, parce que ça permet à plein de jeunes artistes de peut-être y croire, d'avoir de l'espoir qu'un jour on découvre leur musique. Voilà. Alors, votre jury est prestigieux, vous en êtes la marraine. Il y a Gérard Pont, le patron des Francopholies, qu'on connaît bien sur Sud Radio pour y être allé beaucoup de fois. Et il y a quelqu'un qu'on connaît encore mieux sur Sud Radio, c'est Yvan Cugius. Est-ce que vous diriez que dans le jury, allez, on va le chambrer un peu, c'est le meilleur d'entre vous? Comme Entre nous a été un de vos gros tubes, Chimène Badi. Non, mais en tout cas, ce que j'ai apprécié dans ce jury, en général, parce qu'il y a eu plusieurs personnes dans ce jury, et honnêtement, chacun était là avec beaucoup d'investissement. Et tous hyper motivés et tous décidés à faire les bons choix, à faire les choix les plus justes. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Puis il y avait quelque chose de très naturel entre nous tous, très authentique, et c'est pas tout le temps comme ça que ça se passe. Donc c'était chouette. Alors il y a un cadre pour pouvoir participer. Il faut forcément chanter de sa chambre ou de son immeuble. C'est le principe. Voilà, il faut d'abord être artiste amateur, donc nom déjà signé, et effectivement c'est dans son logement ou devant son lieu de vie.
Une chose très intéressante aussi, c'est que depuis peu, on a créé un nouveau prix qui est le prix intergénérationnel, parce qu'il se trouve que Action Logement a aussi une filiale qui s'appelle Enéal, qui est dédiée aux seniors. Absolument. Voilà, On peut et écouter. avec des showcases en EHPAD. On peut écouter. C'est le prix intergénérationnel. Une petite question, Chimène Badi. Est-ce que les anciens procureurs peuvent chanter? Est-ce que Philippe Bilger, par exemple, pourrait s'inscrire? Vous voulez garder quelques admirateurs? Je peux vous dire qu'il a un très bel organe. Mais vous m'avez rassuré avec la possibilité d'y aller. Je vais faire ça. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. C'est vrai que c'est créé par. Il y a des affiches dans tous les HLM, etc. Ouais. Mais par contre, n'importe qui peut s'inscrire, même si vous êtes pas en logement social. Donc c'est absolument ouvert à tout le monde. Moi, je trouve ça génial. Est-ce que je peux dire pourquoi je trouve ça génial? Vraiment, le showcase en EHPAD. Est-ce que vous pouvez développer? Moi, non, mais vraiment, ça me touche vraiment profondément. Oui, bah il y a des petits kits, je crois, qui sont faits par Action Logement, avec qui sont envoyés dans les EHPAD. Il y a aussi des festivals. Il y a le festival Silver Echo. J'ai découvert ça, et c'est vrai que c'est très émouvant, avec des jeunes qui vont voir les plus anciens, et c'est la fête. Mais vous avez des jeunes, Chimène, vous avez des mamies qui jouent par exemple de la guitare électrique, ou je sais pas, moi j'imagine ça. Non, mais je pose une question parce que ça me touche vraiment. Qui m'accompagnerait sur scène, c'est ce que vous êtes en train de dire? Pourquoi pas? Ma mère a 89 ans, elle joue encore de son orgue électronique. Moi, ce que je dis, c'est que la musique, c'est quelque chose qui peut être très puissant, qui peut apporter énormément, beaucoup de bien. Et effectivement, même des personnes âgées peuvent être très douées musicalement. Et si un jour je pouvais me retrouver avec une guitariste de 75 ans, par exemple, qui m'accompagne sur scène, je trouverais ça absolument dingue et génial. Mais c'est génial. Juste, qu'est-ce qui vous a frappé finalement dans cette génération? Est-ce que c'est quoi? C'est l'écriture, l'énergie, la manière finalement Je vais prendre un exemple de Léa Roquerose, par exemple, qui a gagné le Grand Prix. On a entendu tout à l'heure. On a entendu, oui. Voilà. Et cette nana était absolument dingue. D'abord, musicalement, j'ai l'impression que j'avais jamais entendu ce qu'elle nous a proposé. Elle chante en anglais, c'est vrai, pas en français. J'espère qu'elle aura l'occasion de le faire aussi en français un jour. Et puis, elle se donne les moyens de réussir, en fait. Donc, c'est une bagarreuse. Et ça m'a vachement touchée parce que c'est pas simple. C'est une artiste amateur. Elle s'est débrouillée avec ses propres moyens, même pour sa présentation. Sa présentation était absolument dingue. Et elle nous a donné envie de l'écouter, quoi. On était tous assis et on n'avait qu'une envie, c'était d'aller en concert la voir, en fait, tout simplement. Voilà. On écoute un extrait. Le petit est génial. Incroyable, c'est très abouti. Hein. En fait, il n'y a pas eu de discussion sur le prix. Non, il n'y a pas eu vraiment de débat autour de Léa. C'était très très émouvant parce que dans sa vidéo, elle dit j'ai tout fait et maintenant je suis dans une impasse. J'envoie des mails à des labels, etc. Et j'ai pas de réponse. Mais et quand Chimène l'a appelée, elle a éclaté en sanglots et on avait tous les larmes aux yeux. Et on a éclaté en sanglots avec elle. Elle va signer, là, elle va être signée. Non, mais je crois que je vais m'inscrire, moi. J'aurai les yeux de Chimène pour elle. Chimène, à défaut d'une guitariste de 75 ans, peut avoir un choriste de 80. Non, mais en tout cas, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça raconte de notre société aujourd'hui, de se dire qu'on a des talents qui sont un peu cachés, que des maisons de disques ne répondent pas à certains mails, que heureusement parfois qu'il y a les réseaux sociaux pour faire émerger ces talents et des gens pour les écouter, mais finalement il faut qu'on s'ouvre beaucoup plus à ce qui se passe un peu partout dans les territoires. C'est exactement ça, en fait. Il faut juste ouvrir un peu son esprit, essayer de regarder plus loin. Moi, je suis un exemple, je pense, vivant. J'habitais dans une toute petite campagne et j'aurais jamais imaginé un jour pouvoir vivre de ma passion, pouvoir livrer ma propre musique. C'était quelque chose qui me paraissait quasiment impossible. Et en fait, ce que je vois aujourd'hui, c'est que finalement, il y a de plus en plus d'ouverture, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que finalement, il y a de plus en plus de possibilités de faire éclore des artistes qui auraient pu passer à côté de leur vie d'artiste à une certaine époque. Donc finalement, on évolue bien.
Écoutez, alors, moi, ce que j'adore, alors moi j'ai chanté souvent avec les amis du rugby, avec le 36 quai des Orfèvres. Vous avez fait chanter des gens du Sud, voilà, parce que c'était la référence. Mais mais ce que j'aime, c'est le lien social en fait. Et effectivement, on parlait du paritarisme, et ça me parle parce que c'est exactement ce que nous on essaie de mener comme politique de main tendue. Et je trouve que ça fait résonance avec un peu la loi d'attraction, c'est-à-dire ce que je veux, je peux. Et en fait, il y a des personnes qui doivent percer parce qu'ils apportent cette énergie à la société, et un jour ou l'autre, de toute façon, ils vont percer, peu importe le chemin, on y arrivera. Et là, c'est fantastique parce que justement, ça sort des sentiers battus, des grandes, des grandes industries qui sont déjà, on vous met dans une boîte, très marketée. Et là, en fait, tout le monde a sa chance, et c'est ça qui est beau, et ça parle à d'autres personnes. Et c'est une chance, et tant mieux, vous avez bien raison de promouvoir ça, et il faut continuer. Oui, je voulais simplement dire ce qui gagnent, parce qu'ils ne sont pas signés tout de suite quand même. Hein. Donc, déjà, il y a pas mal de partenaires. Vous avez cité Sud Radio, il y a France Télévisions, il y a la SACEM qui donne un accompagnement aussi sur la filière musicale. Il y a un showcase filmé qui aura lieu à la rentrée en octobre, qui est offert par Action Logement, et donc ils repartent avec un enregistrement professionnel. On a un coaching scénique, on a un coaching digital. Ils ont c'est un vrai accompagnement, des bons d'achat chez Cultura, d'équipements professionnels. Donc il y a un accompagnement, des opportunités de live. On a le Printemps de Bourges aussi, Crédit Mutuel et le Crédit Mutuel qui sont partenaires, et ils font leur première scène sur la scène amateur du Printemps de Bourges en avril. Donc donc on les pousse. Et puis évidemment l'accompagnement de la marraine Chimène, qui est, on peut pas faire mieux entre le talent et l'humanité. Parmi les vainqueurs, on n'a pas entendu le prix coup de cœur, c'est Lemia. C'est quoi l'amour? C'est Lamia, ouais. Lamia, oui. Quelle voix. Mais c'est un très extraordinaire. C'est beau. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, c'est très beau. Alors, il nous reste 30 secondes. Chez elle, il est enregistré chez elle. Ouais, c'est ça qui est dingue. En tout cas, Chimène, il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'on peut avoir du Chimène? Du Chimène comme ça en direct là maintenant? En direct. Avec la voix cassée, j'ai la voix toute cassée, je sais pas si vous entendez. Non, pas du tout, non, pas du tout. J'ai une belle extinction de voix. Mais il y a une chanson qui s'impose, casser la voix de Patrick Bruel dans ces cas-là. Bah non, il y a une chose, c'est Sud Radio, donc le Sud, forcément. Non, en fait, parce que le Sud est entre nous. Je pense qu'on connaît. Tout à l'heure, j'ai entendu mon nouveau single. Absolument. Et si ma voix tremble parfois, j'ai la voix fatiguée. Pardonnez-moi, pardonne-moi. Désolé, je peux pas plus. C'est sûr. On adore. Quelle Eh bien, sachez que Sud Radio est extrêmement fier, en tout cas, de participer, d'être partenaire de ça. S'appelle le tremplin musical Action Logement. C'est la 8e édition. Merci beaucoup, Jérôme Wagner. Merci à vous. Président fondateur de Mage Entertainment, qui organise et qui soutient l'Action Logement, bien entendu. Merci beaucoup, Chimène Badi. On ne pouvait pas avoir plus jolie marraine pour ce tremplin musical 2025. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Chimène, bonne route. Et puis, on espère vous voir bientôt. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Vous restez avec nous dans quelques instants, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Philippe Bilger. Eh bien, on va parler d'Eros. Avec vous, Françoise Degois. On va parler des Verts qui veulent s'allier avec LFI. Et avec vous, Jean-Christophe Couvi. Et nous, on va parler du conclave des retraites qui a échoué, et justement des risques de la capitalisation par rapport à la répartition, parce qu'en soi, on entend toujours cette petite musique, il faut capitaliser. Restez avec nous et merci encore. Ce tremplin musical organisé par Action Logement, en partenariat avec Sud Radio, Jérôme Wagner et Chimène Badi. À bientôt. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. De la joie, de la bonne humeur, bien entendu, comme tous les jours, et puis surtout du parler vrai, c'est important. Oui, enfin, il y a des choses qui doivent rester que dans le silence de la radio. Non, parlons vrai, Bien sûr, on vous dit tout, en tout cas, tout. N'exagérons rien. Comment dire?
Si on peut pas tout vous dire sur Philippe David et sur Philippe Bilger, on peut pas. Voilà, Philippe Bilger, en tout cas, est avec nous. Je sais même pas après minuit. C'est trop limite. Même là, c'est limite. Après 2h du matin. Voilà, ouais, même 2h. Le temps de rentrer du Cap d'Agde. On vous dit jamais. Jean-Christophe Couvi est avec nous, secrétaire national du syndicat policier Unité. Et vous, 0826 300 300, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. À table, c'est correct. Ce que je vais te dire, c'est sérieux, et puis c'est même grave. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Je pense que votre question est idiote. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le tour de table de l'actualité. Se faire rembarrer par Castaner, c'est pas cool, ça, pour vous, Françoise. Ça m'a vu que c'est ça, Mimili, mais ça, c'est Max, il aime bien nous tabasser, je pense. Et Philippe Bilger, vous voulez parler d'Eros, qui n'a pas le droit d'être à la marche des fiertés. C'est pour vous une double discrimination. Absolument, ça m'amuse beaucoup. La marche des fiertés, ça révèle tout de même que pour utiliser fierté, pour ces mouvements, c'est qu'ils se sentent discriminés dans la société française. Première discrimination. Et il trouve le moyen de refuser sa participation à un mouvement qui s'appelle Eros, parfaitement placé pour ça, donc parce qu'il serait identitaire d'extrême droite. Deuxième discrimination. Et ça m'amuse de voir ces gens qui protestent contre des discriminations les introduire en leur sein, si j'ose dire. Oui, en même temps, ils ont absolument le droit. Eros, c'est hyper intimiste. C'est comme Papacito qui est masculiniste. On n'a pas beaucoup de temps. Françoise Degois, les écologistes suggèrent une alliance avec LFI contre le PS. À Paris, contre le PS, c'est-à-dire quand vous additionnez les scores de David Béliard et Sophia Chikirou, eh bien vous êtes largement au-dessus du Parti socialiste. Donc c'est un sondage, mais ils sont en train d'ambiancer tout ça et c'est une question qui va vraiment se poser dans beaucoup de grandes villes en fait. Comment le Parti socialiste va arriver à gagner ses municipales sans l'apport de LFI, avec l'idée qu'ils ne veulent pas en appeler à LFI. Donc on arrive vraiment à un moment complètement fou. Vous allez avoir des Verts qui s'allient avec la France Insoumise contre la social-démocratie. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Ça dit beaucoup du moment politique qui est quand même très particulier à gauche, à droite, une forme de recomposition. Et dans toute recomposition, eh bien, il y a des crises. Et nous sommes dans une crise, je crois. Je peux pas, pour les socialistes. Je peux pas imaginer que une partie de l'électorat socialiste, je vous le dis tout de suite, je fais Madame Irma, mais vous verrez, si vous avez une alliance au second tour, David Béliard, Sophia Chikirou, avec le PS éliminé, vous pouvez pas imaginer une minute que les gens iront pas voter pour Rachida Dati, plutôt que de voter pour ce binôme infernal. Moi, je voulais parler du conclave parce que depuis le début, on savait de toute façon que ça ne marcherait pas, ce n'est pas possible. Dès lors qu'on vous dit qu'il n'y a pas de tabou et que 2 jours avant un conclave, on vous donne une lettre de cadrage avec des paramètres sur lesquels on ne doit pas toucher, c'est que c'est forcé d'entrée. Et donc, en ce moment, dans la petite musique de la capitalisation, en disant oui, aujourd'hui, les retraites par répartition, c'est arrivé au bout du bout, on est déficitaire, il faut capitaliser. Alors, il y a 2 capitalisations. Je veux dire, la capitalisation collective, c'est ce qu'on fait dans les fonds de pension de retraite, par exemple les caisses de retraite où on place de l'argent collectif, donc on a une puissance. Et à l'américaine, j'allais dire, c'est-à-dire il y a des fonds de pension, chacun pour soi. Voilà. Et le problème, c'est qu'en 2008, patatras, quand les marchés s'effondrent, tout s'effondre, et votre retraite à la fin, il n'y a rien. Elle n'est pas non plus en fonction de l'inflation, enfin, il n'y a que des défauts. Alors attention à la capitalisation, encore une fois, tout le monde n'a pas le même niveau de connaissances dans ça, et il faut faire très attention. Absolument. Merci beaucoup les amis. Pardon, on a très peu de temps et donc c'est difficile de réagir. Vous restez avec nous. On a été dense comme ça. On a été dense. Après la chanson, c'est pas mal, Philippe. Ah oui, c'est bien. C'est bien, joli. Dans un instant, on revient sur ce sommet de l'OTAN. Donald Trump qui sème le doute sur le principe de défense collective. L'engagement américain à défendre un pays européen attaqué n'est pas vraiment garanti. Alors parlons vrai. Est-ce que le parapluie américain est encore d'actualité pour vous? Et à cette question, comptez-vous encore sur les Américains pour nous défendre? Vous dites non à 76%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Pierre Lelouch sera avec nous dans quelques instants, ancien président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, ancien ministre et ancien député spécialiste en géopolitique des conflits autour notamment d'engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde chez Odile Jacob. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Merci à Sud Radio pour l'attention que vous portez au sport. C'est super, continuez. Sud Radio, parlons vrai.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h et vous êtes les bienvenus avec ce numéro de téléphone 0826 300 300. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez appeler. Si vous avez envie d'étayer un peu leur débat, vous pouvez appeler. Si vous voulez dire que vous nous aimez, vous pouvez appeler. Enfin voilà, il y a plein de solutions. C'est très ouvert quand même chez nous. Avec autour de cette table Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise de Goa et Jean-Christophe Couvi. Et tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Emmanuel Macron veut organiser la défense européenne. Notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Emmanuel Macron reçoit les chefs d'État allemands, britanniques, italiens, polonais, espagnols, néerlandais et danois. Une réunion qui semble être une réponse directe aux propos du vice-président des États-Unis. L'administration Trump est très préoccupée par la sécurité européenne. Nous pensons qu'il est important que dans les années à venir, l'Europe intensifie sa propre défense. Alors pourquoi ne pas faire avec la défense ce que l'on a déjà fait avec l'agriculture ou la pêche? Pourquoi ne pas mettre en commun nos ressources militaires? Une Europe de la défense? Et pourquoi pas une armée européenne? Et une fois de plus, le président américain s'est demandé ce que signifiait vraiment l'article 5 de l'OTAN, celui qui prévoit qu'en cas d'attaque contre un pays membre, les autres doivent réagir. Forcément, ça fait douter certains alliés de la solidité de son engagement dans l'Alliance. Alors parlons vrai, est-ce que la défense européenne dont on entendait parler il y a quelques instants va rester une chimère? Et à la question, OTAN, comptez-vous encore sur les Américains pour nous défendre? Vous dites non à 76%. Vous voulez réagir? Vous croyez que les Américains bougeraient encore ou pas? On attend vos avis au 0826 300 300. Pierre Lelouch, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Vous êtes l'ancien président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, ancien ministre et ancien député spécialiste en géopolitique des conflits, auteur notamment d'Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde aux éditions Odile Jacob. Philippe Bilger. Alors, ma chère Cécile, si vous le permettez, je vais poser mes questions, mais j'ai tout le temps d'attendre les réponses. Voilà, c'est ça. Monsieur le ministre, mon cher Pierre, est-ce que, comment dirais-je, Donald Trump a-t-il perçu depuis longtemps la faiblesse structurelle de l'Europe et a-t-il eu ses positions à cause de cela? Ou bien est-il un homme qui ne peut pas se passer de créer du désordre, de la désorganisation, de la confusion dans des univers dont auparavant les États-Unis étaient les complices? Est-ce qu'au fond il y a un dessein ou est-ce qu'il y a une aberration? On va en parler dans un instant. Allez-y, Françoise. Oui, alors sur l'OTAN, d'abord, c'est pas la première fois et ça date pas de Donald Trump. Je veux dire, la question entre nos rapports avec l'Europe et les États-Unis, j'ai envie de vous dire que c'est vieux comme Lafayette. Est-ce que je vais jusque-là? Pourquoi pas? Après, dire que les Américains ont toujours couru et volé au secours, je vous rappelle quand même qu'il a fallu Pearl Harbor pour la Seconde Guerre mondiale pour que les Américains acceptent de rentrer dans la guerre, alors que... Et que l'Allemagne leur déclare la guerre au lendemain de Pearl Harbor, le 8 décembre 1941. Malgré les supplications, si vous voulez, quand même, les supplications des Alliés, malgré les supplications, comment dirais-je, des Britanniques pour être aidés. Donc, l'idée du grand frère américain qui a couru comme ça pour mourir sur les plages de Normandie, Pierre Lelouch sait très bien que c'est pas tout à fait exact non plus. Après, moi, j'entends bien tout ce qu'on dit sur l'OTAN, sur la faiblesse supposée de l'Europe. Il est évident que j'ai dit tellement de mal de Donald Trump que je peux quand même lui donner le point, pour le moment en tout cas, sur Iran-Israël, bien sûr. Je trouve que il est fort de cela. Mais est-ce que, évidemment, est-ce que les Européens peuvent se passer des Américains? La réponse est non. Est-ce que les Américains peuvent se passer des Européens dans l'autre sens? La réponse est non également. Jean-Christophe Couvi. Alors moi, j'aime bien cette phrase si vis pacem para bellum. Voilà, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est toute la distinction entre être pacifique et pacifiste. Voilà, donc il faut être pacifique, mais en même temps, on n'est pas des lapins de 3 semaines. Et quelque part, le fait que Trump soit passé depuis le temps, je le dis d'ailleurs dans cette émission, ça nous a fait prendre conscience aussi en Europe. Ça nous a réveillés, parce que je crois qu'on s'est endormi pendant de nombreuses années. Et moi, et au contraire, on va peut-être avoir notre destin entre les mains. Il va falloir travailler là-dedans. Et j'ai la vision gaulliste de se dire qu'en fait, on est respecté quand on est une armée forte et une monnaie forte. Et en fait, et des ministères régaliens forts. Or aujourd'hui, je trouve qu'on est très fragile partout.
Pierre Lelouch, il y a 51 ans, un secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, disait « L'Europe, quel numéro de téléphone ?» On parlait de la défense européenne. Vous avez le numéro de téléphone de l'Europe à donner sur Sud Radio? Toujours pas, et vous le savez bien. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai passé une partie de l'après-midi en éclatant de rire la moitié du temps, mais c'était un rire triste en même temps. Je vais vous dire pourquoi. En écoutant la conférence de presse triomphatrice du président Trump devant toute la presse internationale à La Haye, c'était incroyable. Ce sommet a été incroyable. Bon, il a été taillé sur mesure aux humeurs du président américain. Il a duré que 3 heures. Zelensky, naturellement, n'était pas invité. Il l'a vu, mais pas de photos. Le communiqué tient en 5 paragraphes. Et Trump a littéralement imposé ce qu'il voulait avec une flagornerie, une montagne de flatterie que j'ai jamais vue. Ah oui, ça, vraiment, c'était honteux. Hein, Mark Rutte, honnêtement. Pardon. Les messages de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, appelle Trump papa. On en est là. Donc on s'est littéralement liquéfié devant le grand protecteur, le vainqueur triomphant de la guerre en Iran, le faiseur de paix. Il a rappelé qu'il avait fait la paix entre l'Inde et le Pakistan, entre le Congo et le Rwanda, depuis son arrivée. Qu'il avait fait la paix en Serbie et que maintenant il venait de régler l'Iran. Et donc c'était le sauveur, c'est le shérif. Le shérif arrive, et donc je réponds aussi à la question de Philippe Bilger, qu'est-ce que ça signifie? C'est le retour à l'Amérique telle qu'elle était avant 1917, hein. C'est-à-dire d'une Amérique qui d'abord regarde ses propres intérêts, qui est d'abord une société marchande, qui utilise la guerre à la façon de Trump, c'est-à-dire chirurgical et le plus court possible. On va tuer Soleimani, par exemple. Il l'a fait dans son précédent mandat. Il n'est pas pour la guerre. Il se voit, lui, en faiseur de paix et candidat au prix Nobel. Il méprise tous ceux qui contestent ça. Et il n'a pas d'affect particulier pour les Européens. Dans la mesure où il paye, il veut bien être là. Mais s'il ne paye pas, d'abord, il les insulte et ensuite, il ne soutiendra pas. Il n'y en a qu'un qui a refusé de payer. Là, vous savez que la grande idée de ce sommet, c'était les 2-5, 5 pour 5. Confirmer l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire la garantie américaine, en échange d'une augmentation à 5% des crédits de défense de la part des Européens, que Trump considère comme des voleurs, puisque ça fait 40, 50 ans, 70 ans qu'ils exploitent l'Europe en se faisant protéger gratuitement. Donc là, théoriquement, on a dit 5%. Ce qu'on ne tiendra pas, d'ailleurs, il n'y a aucun pays européen qui sera à 5%. Tout ça, c'est du bidon, mais il avait besoin d'afficher ce chiffre-là, magique, 5%. Il y a 2 pays qui vont vraiment réarmer, la Pologne, avec l'aide de notre argent européen, et puis les Allemands, qui ont énormément de ressources. Eux, ils vont monter à 3,5, 4% du PIB en matière de défense. Les autres, non, surtout pas nous, parce qu'on n'a plus un rond, et qu'on est même en train de faire des économies sur les programmes supposément lancés. Donc, à la question, est-ce qu'on est capable de remplacer l'OTAN? Non. Est-ce que les Américains sont sérieusement engagés en OTAN? Tant qu'on paye, peut-être, et tant que c'est leur intérêt. Est-ce qu'il nous faut d'urgence reprendre notre destin en main? Absolument. Est-ce que les gens qui sont actuellement au pouvoir sont capables de le faire? La réponse est non, sauf peut-être en Allemagne. Reprendre en main, vous dites la France ou la France en Europe, en fait, reprendre la main? L'Europe? Non, reprendre la main d'abord en France. Ces histoires de défense européenne, j'ai beaucoup travaillé dessus depuis au moins 5 décennies, écrit des livres, etc. La dernière chose à faire, c'est de penser que Madame von der Leyen sera la patronne d'une Europe de la défense. C'est une catastrophe parce que, d'abord, elle est élue par personne et qu'elle ne peut faire tuer personne. Donc il faut que cette union de défense européenne soit celle des pays qui sont capables d'avoir une véritable armée et de prendre en main leur destin. Et c'est qui? C'est la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Pologne, j'espère l'Italie. Et ces 5-là, si ces 5-là font un effort budgétaire conséquent et coordonné et se donnent comme priorité d'acheter des armes européennes et non pas des armes américaines, alors d'ici 5 ans, 10 ans, vous aurez une Europe extrêmement puissante. Parce que tout ça représente beaucoup d'argent et beaucoup de talent. Simplement, on ne procède pas comme ça. Et chacun va à son chemin. Regardez, je vais prendre un exemple. Je ne vais pas être trop long, mais un exemple très important. Qu'est-ce que nous montre la guerre entre Israël et l'Iran? C'est devenu une guerre de missiles et de capacité de défense antiaérienne, ce que l'on voit aussi en Ukraine.
il est urgent que l'Europe ait une défense anti-aérienne. Elle n'en a pas. Nous sommes complètement à poil en matière de défense antimissile. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire en matière de défense antimissile? Vous avez un programme franco-italien d'un côté avec un système qui s'appelle Aster Mamba, qui marche bien d'ailleurs, mais qu'on a acheté à une unité pour l'instant. On a commandé 5 ou 6, mais pour l'instant, il y a une unité. Et puis, vous avez un programme allemand qui, lui, a fédéré 20 autres pays et qui se base sur de la technologie américaine, israélienne et allemande. Donc, même sur la défense antiaérienne de l'Europe, on est incapable d'avoir une défense. Mais même sur les drones, monsieur le ministre, Rheinmetall a passé un accord avec Anduril, un fabricant américain, pour faire des drones, mais sans même demander l'avis aux Français, alors qu'on a quand même un certain savoir-faire. On n'est pas les meilleurs, mais on n'est pas mauvais dedans. Ils nous ont même pas demandé notre avis. Pierre Lelouch. Et alors même que Rheinmetall nous taille des croupières en même temps sur les programmes d'armement supposément communs, le char du futur entre une autre entreprise allemande et Nexter. Pierre Lelouch, moi j'avais le sentiment, pardon, je prends la parole parce que j'avais vraiment le sentiment, après l'Ukraine, qu'il y avait cette volonté. Tout le monde sait très bien que la défense européenne, on pouvait se grouper, en réalité, grouper, faire des achats groupés, réserver les offres de marché, relancer la production d'armes sur le territoire. J'ai l'impression que c'est monté très haut pendant des semaines et des semaines, et qu'au fond, le soufflet est retombé. Le soufflet, voilà, merci Cécile. Le soufflet est totalement retombé. Madame, malheureusement, le soufflet n'a jamais été là. Dans le livre que Madame de Villiers a eu gentiment présenté tout à l'heure, j'explique que cette guerre dure depuis presque 4 ans, 3 ans et demi, et les dépenses militaires n'ont pas augmenté. Nulle part. On a beaucoup parlé de réarmement de l'Europe, mais si vous regardez concrètement le nombre d'avions, de chars, de blindés qui ont été achetés, de nouveaux blindés, de choses il n'y a pas. Et on est toujours dans cette situation où les politiques parlent, mais la situation économique est telle, je vous dis, sauf en Allemagne ou en Hollande, dans les autres pays, malheureusement, je ne fais pas de mauvais procès à M. Le Cornu, il fait ce qu'il peut. Mais notre budget de défense est tout à fait insuffisant. Malgré quelques augmentations, on devrait avoir un budget. Pour réarmer, il faudrait passer à 100 milliards d'euros par an et par pays. Et là, vous aurez quelque chose qui ressemblera à quelque chose face aux menaces russes ou autres de l'avenir. On a des trous béants en matière notamment de défense antiaérienne, de missiles. Un jour ou l'autre, nous aurons des missiles balistiques de 500 à 2000 km de portée de l'autre côté de la Méditerranée. Et on fera quoi ? En clair, aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Merci beaucoup Pierre Lelouch, ancien président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, ancien ministre et ancien député, spécialiste donc de géopolitique, vous l'avez entendu, et auteur de ce livre d'engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde, que je vous conseille bien entendu aux éditions Édile Jacob. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, monsieur le ministre. Et puis Philippe Bilger, merci beaucoup. Françoise Degois, merci beaucoup. Vous aussi, Jean-Christophe Couvi. Vous restez avec nous dans un instant. Avec Philippe David, on va parler d'un autre sujet qui est totalement loin de ça. On va vous parler de la ménopause et de l'andropause. Et du vieillissement, de l'andropause, la ménopause, la conséquence des hormones notamment sur le corps et également sur le cœur. Et on aura avec nous les docteurs Michel Mouly, Carole Burté, gynécologue, andrologue, et Pierre Sedban, cardiologue. Et sur la sexualité aussi, vous allez voir. Allez, Philippe Bilger de rester.